Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 28 mai 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, nous allons nous intéresser à un fléau social. Il s'agit du tabagisme, puisque au niveau donc, de la Sablette, donc le parc des Sablettes du 29, donc à partir de demain, Inch'Allah, il y aura toute la journée à partir de 9h jusqu'à 17h, une journée de sensibilisation contre les dangers du tabac. Donc ce sera la journée mondiale sans tabac. Nous nous intéresserons également ce matin dans le registre de la santé à la thyroïde. Donc qu'en est-il de la thyroïde, sa prise en charge, qu'en est-il du traitement? Alors ce sera le sujet donc d'un séminaire qui va se dérouler aussi, qui a commencé déjà le 26, il va se dérouler jusqu'à aujourd'hui le 28. Aussi prendre connaissance donc de l'état actuel du marché du travail, particulièrement avec les changements économiques qui ont survenu, donc particulièrement suite à la conjoncture sanitaire actuelle. C'est possible puisqu'il y aura un forum en ligne. Donc il s'agit du forum Jahiz qui va se dérouler du 29 au 30 mai. Ce sera un forum qui va regrouper des spécialistes de la question. Nous terminerons l'émission avec un événement qui a eu lieu cette semaine. Donc c'est un événement autour de l'Afrique, c'est un événement économique autour de l'Afrique et donc c'est le salon interafricain import-export qui s'est tenu donc du 25 et il s'est clôturé hier le 27. Voilà donc des thématiques que nous allons aborder en cette matinée. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture, mais avant de commencer, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va. Décidément, la conjoncture sanitaire actuelle, finalement, nous avons tous survécu, hein, même la situation économique. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pour voilà, le moment. Et puis là, Voilà, les personnes exactement. que nous avons perdues Tout à fait. durant cette période. Ça va Mina? Ça va. Depuis une semaine? Ça va, ça Mais va. beaucoup de changements hein, depuis une semaine. Oui. Le week-end dernier. Effet yo-yo. Voilà, en fait, c'est un effet yo-yo, effectivement. Ouais, ouais. Donc, vraiment, c'est une fluctuation, mais on passe d'un extrême à l'extrême. Il faut faire attention parce que c'est là où on tombe malade. Donc, il ne faut pas arrêter de se couvrir, il faut faire attention. Voilà. C'est pas parce qu'il fait chaud la journée qu'il faut forcément mettre un t-shirt, alors que généralement, le soir, il fait frais, il y a beaucoup d'humidité. Donc finalement, l'adage, le mois d'avril n'enlève aucun fil, le mois de mai fait ce que tu voudras. Ah non, il n'est plus d'actualité finalement. Hein. Le mois de mai ne fait rien. Voilà, ne fait rien, tout simplement. Ne fait rien, il faut attendre le mois de juin et encore. Et encore. Avec les changements climatiques, il n'y a pratiquement plus de saison. Exactement, il n'y a pratiquement plus de saison. Nous avons droit à 4 saisons par jour, à 2 saisons par an, à 1 saison par an. Exactement. Voilà, et donc hier, surtout la nuit, il y a eu des orages carrément. Des pluies, beaucoup de pluie, des vents aussi. Effectivement. Des vents aussi. Et donc ça va continuer durant la journée? La matinée. Mais ouais, faudra s'attendre à une petite amélioration l'après-midi. Quand même rester couvert. Tout à fait. Voilà. Bien sûr. Peu plus de détails? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil, effectivement. De la brume, des nuages bas en ce début de matinée sur les régions côtières et puis un ciel toujours nuageux avec quelques pluies. Ça va s'améliorer à partir de l'après-midi sur les régions côtières. On aura des orages sur les régions intérieures, des orages également vers l'extrême sud, le Gard et le Tassili, le sud-ouest, la Saoura, et puis un ciel plutôt dégagé sur le nord Sahara, le Sahara central ou encore les oasis. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 25 degrés à Annaba, 23 degrés à Alger, 24 à Tizi Ouzou, 29 degrés du côté de Constantine, on notera 38 degrés à Hassim Saoud ainsi qu'à Gardaya, 43 à Adrar, 44 à Ain Salah et enfin 37 degrés à Tanaraset ainsi qu'à Janet. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 30 km/h à l'ouest et au centre et entre 20 et 40 km/h vers la partie est. Place tout de suite au continent africain pour aujourd'hui. Un ciel dégagé à Khartoum, au Caire, peu nuageux à N'Djamena, voilé à Niamey, et puis côté Mercure, on notera 27 degrés à Tunis, 29 à Tripoli, 43 degrés à Khartoum, et enfin 41 degrés à N'Djamena. Excellente matinée et à tout à l'heure midi.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Donc finalement, le mois de mai n'enlève aucun fil. Ouais, le mois de mai ne fait Il faut rien. trouver la rime maintenant. Hein. Il faut Il faut essayer d'aller. trouver Voilà, il faut. une nouvelle rime pour le mois de mai, pour le mois de janvier. Voilà, Ouais, effectivement. Merci beaucoup, Mina. Merci Laure. On te retrouve tout à l'heure, donc Avec après le journal plaisir. télévisé du midi, Oui. après celui de 19h Et demain. pour Bonjour d'Algérie. Bonne journée à toi. Merci. Et voilà, et on continue, pause musicale comme à l'accoutumée. Ce sera en compagnie de Iman Sahir avec l'association Djenedia qui nous interprète une très belle chanson du terroir algérien. Il s'agit donc de Medih Deni. On se retrouve juste après.
sur le plateau après cette très belle pause musicale en compagnie de Iman Sahelkit et elle-même en compagnie de l'association El Jenadia qui nous ont interprété cette très belle reprise donc, du terroir musical algérien. Place à présent à la santé, comme chaque vendredi, en compagnie du docteur Fethi Benachno. Bonjour docteur. Bonjour, Ahlen. Sabah al-khair. Sabah al-khair, معكم مبروك. Comment ça va? Ça va, pas de problème. On essaye de tenir. Alhamdulillah. Il faut tenir. Il faut tenir, effectivement. Alors, docteur, le 31 mai de chaque année est une journée donc, qui a été choisie par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme journée mondiale sans tabac. Donc, aussi, l'association algérienne de solidarité aux malades respiratoires va organiser demain, donc le 29, une journée ouverte donc, pour la sensibilisation à ce fléau, donc à ce fléau social. Et nous en parlons également ce matin en compagnie de M. Rachid Saadawi. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Nice. Alors, vous êtes Merci. le président donc, de cette même association, l'association algérienne de solidarité aux malades respiratoires. Oui. Voilà, alors avant de parler un petit peu donc, de cette journée, de ce qui va être organisé, donc des rencontres, le tabac, docteur. Donc le tabac, un réel fléau, ça commence très jeune déjà, ça commence parfois même au primaire, mais beaucoup au collège et au lycée, et après ce sont les mauvaises habitudes qui s'installent et les maladies qui vont avec. Je crois que vous avez très bien résumé le processus. Entre guillemets. On le voit tellement, docteur, dans votre entourage. Ah, très bien que vous ayez dit tellement. Moi, personnellement, et je parle en tant que médecin, et j'utiliserai des termes populaires. J'en ai marre de parler du tabac. Parce que le tabac en Algérie, et je suis très content d'être présent avec M. Saadawi, parce que c'est un vieux, pas un vieux, c'est un ancien militant et combattant, soldat de lutte contre le tabac, et surtout, les maladies respiratoires. Le tabac, personnellement, j'en ai marre de dire c'est l'éternel discours, et dans le cancer, mais un cancer, il faut être précis, cancer des cordes vocales. Vous savez qu'on fait un trou pour que les gens puissent respirer et une voix grave. Deuxièmement, cancer du poumon. Dire comme ça, cancer du poumon pendant 10 minutes, un quart d'heure que dure la khoromba de roho, tout ça. Il faut voir ce que c'est qu'un cancer du poumon. Et là, je fais le rapport avec le Covid-19, le virus, qui lui, justement, étouffe, asphyxie, il touche l'appareil respiratoire. Imaginez-vous, et je crois que il faut mettre sa tête dans une bassine à la maison et ne pas respirer, rester ce qu'on appelle, pas un terme scientifique, en apnée, c'est-à-dire ne pas respirer, savoir ce que c'est. Et même, je vais aller plus loin, en arabe on dit le mot tateraha. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt, ça y est, il est sauvé, c'est le repos éternel. Mais le problème avec le tabac, c'est les gens qui ne meurent pas et qui souffrent. Et on en a marre d'expliquer ce que c'est la bronchopneumopathie obstructive. C'est une atteinte des poumons obstructive, c'est ce qu'il faut retenir. Vous ne pouvez pas respirer. Vous êtes dans votre chambre pour aller aux toilettes ou pour vous lever, allumer la télé ou revenir. Ça devient un effort, c'est comme si vous avez fait 1000 km. Et vous ne pouvez plus vous déplacer sans la bouteille d'oxygène, qu'il faut renouveler à chaque fois. Donc, vous avez ensuite le cancer de la vessie. Dire cancer de la vessie, comme ça passe, à l'arrêt. Le cancer de la vessie, c'est quand vous enlève la vessie, quand vous met un tuyau pour évacuer votre urine dans un sachet. Il faut, je crois que, pourquoi je ne veux plus parler, il faut montrer cela. Ensuite, puisque c'est la journée et que le thème que monsieur expliquera, que chaque journée soit une journée mondiale sans tabac. L'OMS, dans toute lutte, contre un fléau, parle de lutte contre l'offre et la demande. L'offre et la demande. Et ça, c'est important. Et elle met le paquet. Chaque année, elle met le paquet sur l'offre de tabac. C'est-à-dire, je mets à la disposition du public du tabac. Je vais vous raconter une chose. En plein mois d'août, la route m'a amené vers un petit village qui se trouve dans la Mitidja, je me trouve. Alors en août, en Algérie, vers 13h, 14h, vous savez, c'est pour quelques dollars de plus, c'est le désert.
Et tout était fermé, les gens faisaient leur sieste, un soleil de plomb. Il y avait un kiosque. Un kiosque, une petite. Dès que je suis rentré, devant le côté mortel, silencieux, desséché, j'ai été attiré dès l'entrée par un présentoir, c'est-à-dire un petit meuble de dizaines de couleurs bleues, vert, et les paquets de cigarettes attrayants étaient là. Et dès que vous rentrez, vous êtes ça. Comment voulez-vous lutter contre le tabac? Comment voulez-vous, en ouvrant des usines productrices de tabac? Et là, on va dire, moi, je vais être économiste. Dans ma famille, il y a des économistes. Le tabac, on l'utilise parce qu'il fait rentrer des impôts énormes, des impôts. Mais il faut voir l'autre bout de la chaîne, les conséquences du tabac. Les arrêts cardiaques, la prise en charge des malades de pneumo, les associations qui se battent, tout ça, ça coûte de l'argent. Mais économiquement, si vous gagnez 100 dinars avec le tabac, et que pour faire face aux dégâts du tabac, c'est un problème de santé publique, aux dégâts du tabac, vous gagnez 100 dinars et vous dépensez 1000 dinars. Où est la logique économique là-dedans? Je ne comprends pas. Ensuite, toujours dans l'offre de tabac, regardez comment se trouve, dans le couloir, j'ai vu un paquet, je n'ai pas voulu le ramener, ça va faire de la pub. Mais c'est des paquets dorés, c'est des paquets brillants, et ils jouent sur ça. Je crois qu'on en a marre, personnellement, en tant que médecin, de recueillir que les maladies dues au tabac et les choses se font ailleurs. Et dire que c'est la santé publique, il faut les soigner. C'est vrai qu'il faut les soigner, mais il y en a marre. On n'a pas une lutte, et il connaît des réalités. Il y en a marre des luttes, il y en a marre des médecins qui disent attention, ça donne le cancer, ça c'est banalisé. Ça voilà, devient... alors justement, dans ce cas-là, il faut aller vers des actions plus palpables, des actions sur terrain. C'est ce qui se fait c'est ce qui se fait par l'association algérienne de solidarité aux maladies respiratoires. Donc demain, Inch'Allah, M. Saadawi, il va y avoir une journée, on va dire, portes ouvertes sur l'association, sur les activités de l'association, mais aussi donc sur la sensibilisation au tabac. Donc cette année, le slogan, donc que chaque journée soit une journée mondiale sans tabac. Sans tabac, en effet, ça c'est le slogan de l'OMS. Avant de commencer, je tiens à me montrer comme ça avec la bavette pour dire que c'est pas encore fini, pour dire aux gens qu'il faut toujours respecter les mesures barrières. D'autant plus que la lutte contre le Covid fait aussi partie de... Maintenant, je vais enlever la bavette pour mieux parler, puisque la distanciation physique est déjà respectée. Voilà. Donc, et puis, il faut dire aussi, M. Saadawi, que la lutte contre le Covid-19, la Covid-19 aussi fait partie de votre mission, parce que ça fait partie aussi des maladies respiratoires, n'est-ce pas? Absolument. Pas que les maladies respiratoires. Le docteur Benachnou a déjà brossé le tableau sur ça. Mais beaucoup d'organes sont atteints par cette maladie. Mais quand il arrive au poumon, c'est bon. Je pense que c'est ça, M. Benachou. On arrive à la dernière. Pour revenir un peu sur cette journée, c'est une journée qu'on organise pratiquement chaque année. Mais on ne se contente pas que d'organiser cette journée. On fait des journées de sensibilisation par ailleurs. Et c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, nous, en tant qu'association, nous n'avons pas les moyens de faire face. On voudrait bien faire ça tous les jours, mais ça demande beaucoup d'argent et ça demande beaucoup de temps. Donc, et de soutien de la part des pouvoirs. Aussi. Moi, je vais dire une chose. Il y a un comité national anti-tabac qui a été mis en place et on n'entend plus parler de ça. Pourquoi? Moi, je pose la question aux autorités, à ceux qui ont mis en place ce comité-là, et il a disparu comme ça dans la nature sans savoir pourquoi. C'est un comité qui peut apporter beaucoup de choses. Mais là, on ne le voit plus et c'est malheureux pour notre société. Monsieur Saadawi, si vous permettez, ces histoires de comité tabac, je crois qu'on fait tout un tintamarre, tout un peu lors de l'installation dirigée par un tel et tout ça, un comité. Mais moi, j'y crois plus à ces comités installés avec... Oui, mais de toute façon, docteur, on ne peut pas... Ils nous ont envoyé des SMS sur le téléphone
Excusez-moi, de toute façon, on ne peut pas réellement parler du comité parce qu'on n'a pas un représentant sur le plateau. Non, attention. Non, j'ai dit qu'il a disparu. Voilà, pour l'instant, il a disparu. Je pose la question pourquoi il a disparu. Maintenant, on va revenir sur notre sujet. Nous, pour cette journée, ça sera le 29 mai 2021 de 9 h à 17 h. On sera au niveau du parc Les Sablettes. Si on a choisi ce parc-là et on va choisir d'autres places qui regroupent beaucoup de gens, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas, aussi bien des plus âgés que des plus jeunes, et on veut toucher la majorité de notre société. Pour leur expliquer ce que c'est que le tabac, il y aura une exposition pour présenter les activités de l'association, bien sûr. Il y aura des séances d'éducation pour la santé relatives au tabac. Ça, c'est des médecins qui vont discuter avec les gens et nous allons mettre à la disposition de ces gens-là même un questionnaire là-dessus et ils peuvent évaluer eux-mêmes Leur tabagisme. Leur tabagisme, oui, avec ce questionnaire-là. Donc, je pense que c'est une contribution. L'association fait dans une contribution, pas plus. De toute façon, les associations, c'est toujours un travail complémentaire qui se fait, c'est toujours une contribution, effectivement, mais il faut saluer aussi le rôle des associations parce que le travail quand même est colossal et énorme sur le terrain. Pas facile. Mais sinon, là, vous avez évoqué quand même on va dire un public cible très intéressant qui est les jeunes, les enfants, parce que justement, le tabagisme, ça commence très jeune généralement. Hein. Ça commence de plus en plus très jeune. De plus en plus très jeune, voilà. Moi, ça m'avait choqué dernièrement de voir des enfants, des petits garçons au primaire déjà, qui avaient des cigarettes entre les doigts, et ça, c'était vraiment choquant. Oui, à mais voir. constater, moi, c'est ça qui fait on constate, premièrement, c'est une association qui dure combien d'années? On a déjà notre agrément depuis 1994. Depuis 1994, wahda. Deuxièmement, il est temps que dans notre pays, toute action, et je parle en tant que médecin dans le domaine santé, qu'on évalue une action. Lutte contre le tabagisme, on organise des journées, il y a des comités, où en est-on? Est-ce qu'il est en augmentation? Moi, je sais, il est en augmentation. Pourquoi il est en augmentation? Que fait-on contre l'offre? Que fait-on contre la demande, la prise en charge? Et surtout, ce qui est important, là, c'est juste une journée, parce que c'est Asma Reb, consultation. Que fait la faculté de médecine? D'abord, il n'y a pas de faculté de médecine en Algérie. Il y a un institut. On avait une faculté mixte de médecine et de pharmacie et on demande de tout personnellement que la faculté revienne. C'est beaucoup plus épais une faculté. Wahda. Deuxièmement, depuis on fait une journée, il faut des consultations de tabacologie. On a une médecine scolaire, on a une médecine universitaire. Qu'en est-il dans le monde universitaire du tabagisme? Mais il n'y a pas de publication scientifique, c'est notre tas. C'est comme ça que je juge moi. C'est pas d'en vouloir à X ou Y, ça c'est pas mon problème. Mais quand je dis un comité de lutte, c'est la guerre. Combien j'ai réalisé de victoires, combien j'ai eu de pertes, combien j'ai de malades dans mes hôpitaux, combien j'ai de cancéreux, combien j'ai de gens à qui les membres inférieurs sont obligés d'être coupés parce que la nicotine, elle bouge. Il y a tous ces éléments-là, mais il ne faut pas dire, alhamdoulilah, ça va, on a un comité, des trucs... Vous l'avez dit tout à l'heure, on va comparer ce que ramène le tabac et ce que paye la société pour guérir ces malades-là. Même pas l'assurance, c'est la société même qui paye, c'est pas l'assurance. Effectivement. Alors nous-mêmes. justement, Monsieur Saadawi, dans cette campagne de sensibilisation qui se fait, la question vous est aussi posée à vous, docteur. Donc, dans cette campagne de sensibilisation, donc on parle de tabagisme depuis très longtemps, donc par rapport à la cigarette, mais aujourd'hui, il y a l'agrandement de la cigarette électronique. Donc, on fait croire finalement aux jeunes que c'est moins nocif, mais finalement, c'est peut-être plus nocif que la cigarette elle-même. Donc, il y a la qu'est-ce qui se cigarette fait électronique, dans ce sens? il y a la chicha. La chicha. Ringuila, le mot n'est pas algérien. Pour la vendre, on dit qu'elle ne fait rien du tout. Mais elle fait des dégâts incroyables. Et surtout... Alors justement, excusez-moi docteur, justement, sur le plan sensibilisation, donc vous, l'association, vous êtes sur terrain pour sensibiliser à ce genre de questions. Qu'est-ce qui se fait donc, au plan donc, des ONG, des associations, donc de la société civile, pour justement sensibiliser à cette question encore une fois? Ce qui se fait, on fait des journées comme ça de sensibilisation pour être très proche de la société. Et on ne peut pas faire plus.
On explique aux gens les dangers, c'est des médecins qui parlent. Ce sont des médecins, Ce n'est pas effectivement. que c'est pas n'importe qui. Nous aussi, on est des gens qui sont censés connaître parce qu'on est passé par là. Moi, personnellement, quand j'étais petit, j'ai fumé, j'ai chiqué. Mais, alhamdoulilah, Vous avez pris aujourd'hui... conscience. Oui, oui, aujourd'hui, j'ai arrêté. Ça fait plus de 30 ans que j'ai arrêté. J'ai pas trop fumé, même dans ma vie. Oui. Et je sais que c'est quelque chose qui n'a pas de... qui rapporte rien pour la santé. C'est une agression pour la C'est santé. plutôt une dégradation de la santé. De la santé. Alors, Vous monsieur avez Saadawi, parlé de la cigarette électronique. on va revenir juste un petit C'est moment, si vous mauvais. permettez. Oui. C'est mauvais. Mais le problème, c'est comment peut-on, vous savez, à Alger même, je ne sais pas, à Oran, soit partout, des magasins avec pignon sur rue et qui vendent ceci. Même plusieurs arômes, on tourne des Oui, c'est films. les arômes, Oui. vous venez de C'est toucher un dangereux, les élément arômes, c'est important. chimique. Oui. Même, il est interdit de faire de la publicité, de montrer des gens. Comment peut-on tourner des films, des feuilletons, des séries où on montre des gens avec la chicha comme étant un élément de modernité? Mais je crois qu'il faut qu'on ait un minimum de rationalisme dans les décisions et l'application des lois et des règlements. Mais s'il y a une loi, il y a un règlement, il y a une association, il y a une journée de tabac, mais dans le quotidien toujours, vous avez des magasins très beaux. Combien de lieux publics, M. Benachenou, où on voit des gens fumer d'une façon libre et personne ne parle avec eux? Moi, je les ai fumés, je ne vais pas citer ces lieux-là, mais c'est des lieux publics. Et ça, c'est dangereux. Si vous grillez un Alors sens qu'il y a- interdit, on vous enlève votre Alors permis. qu'il y a des lois, il y a des lois qui interdisent ça. Mais les responsables de ces lieux publics-là ne font rien du tout. Aussi bien pour sensibiliser que pour interdire. Donc là, on comprend que la L'usage responsabilité. du tabac. Donc là, on comprend que la responsabilité est aussi partagée. Donc même sur place, ce sont les responsables donc de ces lieux publics qui doivent remettre les gens donc en Je vais aller cause. plus loin. Et, Comment donc, donne-t-on une autorisation d'ouverture d'un magasin qui vend de la cigarette électronique alors qu'elle est pire? Alors moi, j'ai beau dire, ou bien mon collègue de l'association dire attention le ringil, attention les cigarettes électroniques, mais là, ils ont des magasins, je comprends pas. Moi, je ne vous cache pas, dans les années précédentes, on avait fait campagne pour dire qu'il faut accompagner, il faut agir sur les plus jeunes. Parce que ceux qui sont plus âgés, c'est fini. D'ailleurs, quand vous leur Monsieur parlez, Saadawi, ils Monsieur vont Saadawi, vous avec- rigoler sur la gueule. Monsieur Saadawi, avec une bonne volonté, nous avons quand même vu des gens qui ont de plusieurs dizaines d'années de cigarettes, mais ils ont pu finir quand même par arrêter la Oui, cigarette. Donc, bien c'est sûr, question ça qu'on n'a pas de existe. volonté. Donc, s'il vous plaît- Affichons-les, mettons des affiches, Ça existe. Voilà. apportons-les dans les écoles, dans les lycées, les gens qui sont arrivés grâce aux associations. Aux associations. Alors justement, on va clôturer notre débat peut-être sur quelques conseils que vous pourriez donner, encore une fois, rappeler le rendez-vous de demain, Inch'Allah. Ben, les conseils que je vais donner à tous ceux qui fument, c'est de... il faut qu'ils كره. La cigarette, il faut qu'il la rejette. S'il veut vraiment, si quelqu'un, c'est une question de volonté d'abord. Si on veut arrêter de fumer, il faut vraiment rejeter cette cigarette-là. Sinon, tant qu'on en veut, on continuera, il n'y a aucun Voilà. problème. Donc, Pour Docteur- des conseils, il a utilisé la langue kabyle. Oui. La langue kabyle. Et là, ça veut dire qu'il était profondément, ça sortait réellement Réellement du de cœur, ses tripes, de ses effectivement. tripes, que vraiment ce qu'il les Oui, conseille. je c'est- voudrais Voilà. m'adresser Docteur- à la société algérienne en général. Voilà, en général, Oui, oui, effectivement, oui, effectivement. Docteur, dernier conseil. Il faut continuer le combat et le rendre beaucoup plus efficace, sincèrement, et que les associations soient aidées. Mais que les associations, non, surtout... Mais vous faites partie de cette société Oui, civile. et Docteur, comment vous êtes là Bon, chaque monsieur vendredi à Benachenou, sensibiliser. il est partout dans les Voilà. associations. Non, il est. Je vous cache pas, moi je le connais, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Oui. Ah, il est présent, il est. Toujours pour Ah, justement oui, la oui, vulgarisation oui, et la oui. sensibilisation. Il faut lui Merci. rendre un hommage. Comme il faut rendre hommage aussi à tous les Il a pas médecins tort. qui luttent contre le coronavirus. Comme il faut aussi saluer notre communauté à l'étranger et qui veut bien rentrer, mais malheureusement. Et saluer l'équipe de Canal Algérie, sincèrement, Oui, oui. parce que Oui, réellement, oui, c'est... on vous salue, vous aussi.
parce que vous Merci nous aidez beaucoup. aussi à faire passer nos messages. Yatekum saha. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Bonne réussite pour demain, Inch'Allah, la journée. Donc, on rappelle que demain, donc, au niveau du parc des Sablettes, de 9h à 17h, il y aura donc une exposition et aussi des ateliers de sensibilisation contre le tabac. Donc, merci beaucoup, docteur. Il faut y aller, effectivement. Merci beaucoup, docteur Fathi Benachnou. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Monsieur Rachid Saadawi, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. On rappelle, vous êtes le président de l'Association algérienne de solidarité aux malades respiratoires. Et on continue et on va rester dans ces maladies respiratoires. La Covid-19 est toujours là, donc elle n'est pas derrière nous, elle est toujours à côté de nous. Elle nous dévance encore un peu, n'est-ce pas, docteur? Et là, ça va être un spot de sensibilisation que nous vous proposons et on se retrouve juste après. Une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Et de retour sur le plateau et nous allons rester sur le registre donc de santé. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la thyroïde. Donc encore une fois, une maladie, on va dire une maladie du siècle parce que plusieurs personnes, un taux, on va dire, de maladies quand même qui augmente. Nous allons le voir avec nos spécialistes qui sont avec nous ce matin, à savoir Madame professeure Aïcha Bouzid. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors vous êtes professeur en endocrinologie et parmi nous également ce matin, professeur Samia Achir. Bonjour à vous. Bonjour à vous aussi. Vous êtes également professeur en endocrinologie. Alors, professeur les deux, donc la question vous est destinée à vous deux. Avant de parler donc de cette semaine internationale qui est consacrée exclusivement et spécialement à la thyroïde. Donc la thyroïde d'abord, c'est une maladie, on n'entendait pas vraiment parler beaucoup il y a quelques années, et pourtant ces dernières années justement, on a comme l'impression que c'est un boom et que ça se propage très rapidement, n'est-ce pas? Effectivement, alors juste pour une petite introduction, la thyroïde c'est la glande. C'est une petite glande endocrine qui est située à la base du cou, donc la partie là où on le bouton de la chemise, qui va sécréter des hormones. C'est une petite glande qui passe à peu près dans les 30 grammes, toute petite. Pour repérer, c'est-à-dire vraiment, les gens ils connaissent bien la plante d'Adam. Voilà. C'est tout juste au-dessous de la plante d'Adam. Juste là. C'est-à-dire c'est un très bon repère pour les... Voilà. Nous avons une belle image justement qui situe bien Donc la glande. Elle est composée de deux lobes. Vous avez le lobe droit et elles sont réunies par un petit pan qu'on appelle l'isthme. Et cette glande, donc, elle peut subir des altérations, des anomalies, et c'est ce qu'on appelle les dysthyroïdies. Alors les dysthyroïdies, c'est le dysfonctionnement, c'est-à-dire la glande, elle fonctionne pas bien, soit elle fonctionne, elle sécrète beaucoup, donc c'est une hypersécrétion, ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie, soit elle ne fonctionne pas, donc elle est feignante, donc ce qu'on appelle l'hypothyroïdie. Alors ça c'est le fonctionnement, et vous avez la glande quand elle augmente de volume, ce qu'on appelle le goitre.
D'accord? Comme vous voyez, vous avez mis l'image, on voyait un petit truc, un petit boubou à l'intérieur de la Ça, glande. on peut revenir à la première image. C'est ce qu'on appelle un nodule thyroïdien. Et ce nodule, il est fréquent dans la population. Et peut-être cancéreux, mais heureusement que la fréquence, elle est que de 5%. Donc, on est revenu. Vas-y, Samia, si tu veux rajouter quelque chose. Justement, dans ce sens, professeur Achir, donc qu'est-ce qui peut déclencher justement ce dysfonctionnement? Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner donc, ces dysfonctionnements thyroïdiens, donc en particulier l'alimentation. Il y a ce qu'on appelle les facteurs goitrigènes alimentaires qui peuvent être à l'origine de l'augmentation de cette glande thyroïde que vous voyez à l'état normal, elle ne pèse que 30 grammes. Et donc, lorsqu'elle augmente de taille, on parle de goitre parce que vraiment, il y a des nuances chez nos auditeurs. Ils vous disent j'ai un goitre, j'ai un problème thyroïdien, etc. Ils ne savent pas ce que c'est parce que tous les maladies sont mis sous le même traitement, mais sauf que le traitement a des impacts tout à fait différents d'un malade à un autre. On les met tous sous l'évothyrox, mais on ne les met pas sous l'évothyrox dans le même but. On les met sous l'évothyrox parce qu'il y a un hypofonctionnement. On le met sous l'évothyrox parce qu'il y a un goitre pour diminuer la taille du goitre. Et donc, c'est ce qu'il faut déjà transmettre à nos auditeurs. Alors, ce qui est important pour la thyroïde actuellement, il y a ce qu'on appelle le stress, qui est un facteur aussi important, particulièrement dans nos conditions actuelles avec le corona. Et on incrimine même actuellement que le corona pourrait avoir déjà des récepteurs au niveau de la thyroïde et pourrait être à l'origine de ces dysfonctionnements thyroïdiens. Le stress est un facteur important puisqu'il va entraîner, généralement, il va déclencher chez l'être humain une sécrétion des auto-anticorps, c'est-à-dire c'est des anticorps qui sont dirigés généralement contre la thyroïde. Alors ces anticorps, qu'est-ce qu'ils vont entraîner? Que ce soit des anticorps qui sont stimulants, ils vont entraîner cette hyperthyroïdie, ou qui sont inhibants, ils vont entraîner l'hypothyroïdie. Donc vous avez vu. Pour le goitre, par contre, on a ce qu'on appelle, à côté de ces goitrigènes, il y a la carence iodée, généralement, puisque l'iode, il est très très important pour la synthèse hormonale. C'est un vraiment substrat anatomique important qui rentre dans la synthèse des hormones et c'est le point de départ de cette synthèse. Alors, professeur Bouzy, justement, quels sont les symptômes? Donc, à quel moment on doit s'inquiéter et se dire qu'on devrait aller donc, consulter un médecin pour cela? Ça dépend de la pathologie. Donc, s'il y a le goitre, généralement, c'est ce que je vous ai dit, ça peut se manifester par un nodule thyroïdien. Donc, c'est une personne qui va venir vous voir, elle est très bien, mais elle a une gêne au niveau du cou. Elle vous dit, j'ai une gêne, j'ai quelque chose, je sens. Moi, je vous dis le plus souvent, des gens qui mangent le couscous, c'est le vendredi, on fait le couscous, et là, il vous dit, bon, j'arrive pas à avaler, je sens quelque chose. Et effectivement, comme on est spécialisé, des fois, l'examen clinique déjà, on peut le toucher. On peut, et peut-être même visible, c'est un nodule, donc c'est une petite boule dans le cou, et qu'on peut voir à l'œil nu. Sinon, si elle n'est pas visible, il faut faire une échographie. Donc ça, c'est concernant le goitre. Sinon, pour les dysthyroïdies, quand il y a un dysfonctionnement de la glande, soit une hypersécrétion, soit une hyposécrétion, le docteur Achir en a parlé. Donc, si c'est des signes d'hypothyroïdie, et c'est la pathologie la plus fréquente, ces dysthyroïdies, ces pathologies de la thyroïde touchent tous les âges. Ça peut être de l'enfant, du nouveau-né, du fœtus, tous les âges peuvent être touchés. Donc nul n'est à l'abri, ça ne veut pas dire que... Voilà, mais il y a une population qui est vraiment prédisposée, vulnérable à faire la pathologie, en particulier la population jeune, particulièrement la femme, c'est important, plus que l'homme, c'est la femme. Et généralement, le but de cette présentation, c'est faire axer surtout sur la femme enceinte, et surtout cette TSH qu'on devrait peut-être l'inclure dans le bilan prénuptial de ces femmes afin de détecter, ça fait partie du dépistage généralement de ces dysthyroïdies grâce à une TSH. Donc le dépistage des dysthyroïdies grâce à une TSH n'est pas recommandé sur le plan universel par toutes les sociétés internationales scientifiques, mais il est généralement destiné à une population cible, particulièrement chez des femmes qui ont des antécédents familiaux de pathologie thyroïdienne, des antécédents personnels de pathologie thyroïdienne, des femmes à partir de la trentaine, des femmes obèses, des femmes sous certains traitements, particulièrement ceux qui sont sous traitement à visée cardiaque, en particulier la cordarone, à visée psychiatrique, en particulier le lithium. Cette population, généralement,
elle doit être dépistée systématiquement. Bien que certaines études plaident en faveur du dépistage systématique, puisqu'en ciblant cette population, on peut passer à côté de beaucoup d'hypothyroïdie. Donc, pour moi, le dépistage doit se faire chez toutes les femmes en âge de procréer pour éviter aussi bien les conséquences de ces dysthyroïdies chez la femme avant la conception, c'est-à-dire il faut d'abord la maintenir en état de bonne santé avant qu'elle fasse une grossesse, d'accord, pour éviter toutes les conséquences qui vont être aussi bien tant sur le plan généralement chez la mère que chez le fœtus et par la suite chez l'enfant, en impactant particulièrement le quotient intellectuel chez ces enfants. Donc, professeur Bouzid, finalement, la prévention, c'est d'abord le dépistage. C'est juste pour aller dans les mêmes ordres d'idées avec professeur Achir, pourquoi on insiste sur la femme enceinte? Parce que la femme enceinte, elle va porter le bébé. Donc le fœtus, déjà en intra-utérin, il a besoin d'hormones parce que les hormones thyroïdiennes, elles sont indispensables au développement du système nerveux et à la croissance. Donc déjà en intra-utérin, dans le ventre de la mère, le bébé, pour qu'il se forme, il a besoin de ces hormones. Alors toute anomalie chez la femme va se retentir chez le fœtus. Pourquoi? Parce que le premier trimestre, la glande fœtale, la glande thyroïde du fœtus, elle est en train de se former. Elle n'est pas encore fonctionnelle pendant le premier trimestre. Donc, c'est les hormones de la mère qui vont passer dans le placenta et aller nourrir le fœtus et donc faire fonctionner la glande. Tout manque chez la maman va retentir. Donc, une hypothyroïdie chez la maman va entraîner une hypothyroïdie chez le bébé. D'accord? Ce qui est important, c'est surtout, il faudra peut-être insister, pas l'hypothyroïdie, c'est surtout la formation cérébrale. Parce que c'est ça qui nous importe. Voilà, c'est surtout le développement du système nerveux, l'impact des hormones thyroïdiennes à la naissance. Donc, on a besoin de ces hormones. Si tout retard ou tout déficit en hormones va entraîner un retard mental chez l'enfant. Donc là, il est absolument nécessaire que la maman soit équilibrée. Et c'est pour ça que le professeur Achir a dit qu'il faut faire normalement demander le dosage de la TSH avant pour assurer un bon développement du fœtus et de l'enfant. Très bien. Alors dans ce cas-là, comment se fait la prise en charge donc, de ces personnes qui présentent ce genre de dysfonctionnement? Alors c'est tout à fait différent quand il s'agit d'une hyper ou d'une hypothyroïdie, n'est-ce pas? Mais il arrive aussi que les sujets viennent avec un goitre, mais le bilan hormonal, il est tout à fait correct, normal. D'accord? Donc dans le cas de l'hyperthyroïdie, ça veut dire qu'il y a une hypersécrétion, la glande thyroïde donne beaucoup plus d'hormones thyroïdiens, et donc il est clair que dans ce cadre-là, le traitement, il va viser à freiner cette sécrétion. Il faut réduire cette sécrétion, et donc heureusement qu'on a beaucoup d'armes thérapeutiques, en particulier des antithyroïdiens de synthèse, ça c'est-à-dire on va bloquer la synthèse de ces hormones thyroïdiennes. Dans le cas d'une hypothyroïdie, la thyroïde ne fonctionne pas, elle ne donne pas d'hormones thyroïdiennes, et dans ce cadre-là, on est obligé d'apporter ces hormones thyroïdiennes par voie orale, et en particulier la lévothyroxine. Alors pour le goitre, quand il est euthyroïdien, c'est tout à fait différent notre attitude thérapeutique. Faut-il donner un traitement pour freiner ce développement de ce goitre? Alors il y a beaucoup d'études qui disent que finalement, lorsqu'on donne un traitement par la lévothyroxine, on n'arrive pas à freiner, c'est-à-dire ce développement, mais toujours est-il, comme nous, on est dans une zone de carence iodée, mais on ne sait pas vraiment le statut d'iode dans notre population, on apporte à l'état normal au moins une dose de lévothyrox, des doses faibles de lévothyrox chez ces patients, disons pour essayer un peu de combler s'il y a une carence en iode. Très bien. Alors, professeur Bouzid, toujours dans tout ce qui est prévention, donc dans tout ce qui est prise en charge, alors comment on peut évaluer, si vous voulez, le taux de personnes qui présentent ce genre de dysfonctionnement? Parce qu'on l'a dit au début que ce taux-là ne cesse d'augmenter, donc c'est vraiment un dysfonctionnement duquel on entend parler de plus en plus. Alors, vous avez parlé juste pour continuer dans la prévention, parce que là, les troubles, la carence iodée peut entraîner des troubles, ce qu'on appelle les troubles de la carence iodée. Donc, c'est dû essentiellement à un carence en iode. Donc, pour prévenir ces pathologies, il faut faire une prophylaxie iodée, c'est-à-dire introduire dans l'alimentation l'iode. Alors, de quelle manière on peut? Plusieurs tentatives ont été faites au début pour instituer une prophylaxie iodée. On a commencé avec l'eau, et il y avait l'huile, etc. On a trouvé que la meilleure façon de prévenir cette carence iodée, c'était l'iodation du sel. Donc, actuellement, le sel iodé est disponible à notre niveau. Il faut juste voir si les doses sont respectées. Et là, c'est le rôle du ministère du Commerce
masse et c'est fait généralement. On voit que les années avant la prophylaxie OD, on avait d'énormes goitres. Les goitres étaient importants. Là, c'est rarement de goitres. Et d'ailleurs, c'était un signe de beauté. Un goitre avant, nos grands-mères, nos enceintes, quand il y avait un goitre, la femme, elle était belle. On faisait un dessin, un collier sur et ça faisait beau. Là, alors là, normalement, il faut prévenir tout ça. Donc actuellement, on ne voit plus. Donc cela prouve, même s'il n'y a pas eu d'études, enfin, il y a eu certaines études dans certaines régions, pas sur le plan national, pour voir si cette prophylaxie OD a donné ses résultats, mais on ne voit plus les mêmes pathologies. On voyait aussi les crétinismes, les retards mentaux très sévères, on ne les voit plus. Il y avait les retards de croissance. Je vous ai dit que les hormones thyroïdiennes sont indispensables à la croissance. On ne voit plus les retards. On a des petits retards. Bon, il y a d'autres étiologies du retard, mais on ne voit plus. Ça prouve que notre métier, que notre prévention et tout ce qu'ont fait nos aînés, et entre autres, je rends hommage au professeur Ben Miloud, c'est lui qui est à l'origine de tout. C'est le pionnier et le père de l'endocrino. Il y a eu d'autres collègues, je m'excuse si je ne vais pas citer tout. Et là, vous avez professeur Miskin, qui est la présidente de la société qui est derrière ces journées de sensibilisation. Donc tout ça a donné ses fruits. Et là, actuellement, il reste quelques poches de carence iodée, mais dans l'ensemble, on a réussi à... Je ne vais pas dire éradiquer complètement, mais on a essayé de régler un peu la majorité des pathologies endocriniennes, mais reste la pathologie auto-immune que le professeur Achir on a parlé Alors, déjà. justement, professeur Achir, dans ce sens, vous avez parlé tout à l'heure un petit peu des facteurs déclenchant tout ce dysfonctionnement. Donc, vous avez parlé un petit peu du champ héréditaire, exactement. Alors, dans ce sens, est-ce qu'il y a, par exemple, une hygiène de vie à adopter pour prévenir un petit peu ce dysfonctionnement? C'est qu'il y a beaucoup de produits alimentaires qui sont à l'origine de trucs de ce goitre dans l'alimentation. Est-ce qu'on doit éviter tous les aliments? On a décrit les choux, on a décrit les choux-fleurs, etc. Ça ne contient pas, c'est des produits toxiques-goitrigènes. Il y a aussi, mais il faut se dire, même si on évite ces produits alimentaires, il y a aussi la cause ou l'étiologie infectieuse qui a été aussi, disons, avancée comme une des étiologies, c'est-à-dire que ce soit une cause infectieuse bactérienne ou virale, ça peut aussi enclencher la thyroïde, c'est-à-dire dans ce cadre-là, adopter une hygiène de vie, disons, en supprimant tous les aliments, je doute fort, mais il faudra peut-être faire très attention sur l'alimentation en priorisant certains aliments, par exemple le poisson, mais malheureusement le poisson, c'est pas la bord, disons, c'est pas un truc qui n'est pas disponible pour tout le monde. Pas à la portée de tous, on va dire. Exactement, il n'est pas à la portée, c'est-à-dire vu les coûts. Disponible, oui, mais pas à la portée, exactement. Et donc, le poisson, généralement, en particulier, pas obligatoirement les poissons, les sardines suffisent quand ils sont à la portée des gens. Ça peut apporter, mais il faut faire très attention à l'iodation des selles. Et ça, c'est important à dépister, continuer à faire Alors, ces bilans. C'est tout juste là pour signaler. Il faut faire très attention aussi, l'hypothyroïdie chez l'enfant. Ça, c'est important. Parce que l'hypothyroïdie chez l'enfant ne pardonne pas, surtout sur le plan mental. Ça, c'est important. Donc, il faudra souvent, et peut-être j'attire l'attention des mamans, quand ils voient leurs enfants, déjà quand il y a un terrain auto-humain, et que vous voyez votre enfant qui est trop sage, qui est trop calme, qui a déjà un bébé déjà à l'état normal, qui est trop sage, qui dort beaucoup, il y a un état d'hypersomnie, un état de trop sagesse, une sagesse vraiment qui est anormale chez un enfant. Et il y a aussi chez l'enfant, il faut faire très attention pour la croissance. Ça, c'est important. Il faut s'inquiéter. Dès que vous voyez que votre enfant ne grandit pas de la même manière que ses pères, il faut s'inquiéter dans ce cas. Très bien. Donc là, c'est juste un pédiatre et un pédiatre et même on va lui donner une batterie de tests. Même nous, autant qu'endocrinologue, on traite aussi les enfants atteints d'hypothyroïdie. Très bien. Si vous permettez, je rajoute la première séance. Je pense vous avez parlé du tabagisme. Oui, effectivement, le premier et donc j'attire l'attention que même le tabagisme, la cigarette peut nuire à la thyroïde aussi. Donc le tabagisme est un facteur aussi qui peut altérer la fonction de la thyroïde parce que la fumée contient des produits qui sont toxiques pour la glande thyroïde. Donc c'est l'un des facteurs aussi. Donc on est solidaire avec ceux qui nous ont précédés de dire arrêtez de fumer s'il vous plaît, c'est le poumon, c'est la thyroïde, pratiquement tous les organes, c'est ce qui a été dit d'ailleurs au premier plateau, tous les organes risquent d'être atteints. Alors cette semaine, c'est la semaine. Est-ce que je peux faire peut-être une remarque? Alors pour toutes les personnes, toutes les femmes qui sont sous traitement hormonal par la lévothyroxine et qui tombent enceintes, alors ne prenez pas comme prétexte ce coronavirus pour ne pas consulter. Attention
précaution. Chez la femme enceinte, quand généralement chez la femme, les besoins aux normes thyroïdiennes augmentent au cours de la grossesse. Il faut y aller consulter parce que votre bilan risque d'être perturbé, surtout le premier trimestre de la grossesse. Et là, généralement, s'il est perturbé à ce moment-là, il y aura un impact important pour vraiment le déroulement de la grossesse et un impact important pour votre enfant. Voilà, alors il faut dire aussi que... Il y a télémédecine aussi, mais actuellement, on a pu travailler, même avec le corona, la femme chez elle, elle peut appeler, donc on peut mettre à leur niveau l'hôpital, elle peut demander à un médecin, on lui dit de faire une TSH, déjà par téléphone, on peut l'équilibrer, on lui dit ce qu'il faut faire, comment prendre son traitement, et on peut régler pas mal de choses, même si elle pourra être orientée juste par le télétravail. Effectivement, il faut dire que c'est la semaine internationale, donc aussi à la sensibilisation sur les dysfonctionnements de la thyroïde. On va peut-être terminer sur un dernier mot. Professeur Achir. D'accord. Alors, le dépistage, c'est le plus important. C'est ça ce qui fait la prévention. Donc, faites une TSH, surtout chez la femme en âge de procréer, pour éviter tout, puisque la femme, c'est le pilier commun de la société. Effectivement. Professeur Bouzid. Merci pour l'invitation. Les pathologies thyroïdiennes sont fréquentes. On évite les gens à consulter pour n'importe quel signe qui pourrait alerter. Donc, on n'a pas parlé d'hypothyroïdie, c'est une prise de poids, c'est un ralentissement. La personne n'arrive plus, elle est fatiguée, elle prend du poids, elle a des constipations. Pour tous ces signes d'hypo ou d'hyper, c'est-à-dire au contraire, elle est en train de maigrir. Donc ça, même des problèmes cardiaques, des palpitations où le cœur ne bat pas beaucoup, pour tous ces signes, on est à votre disposition. Vous pouvez venir nous voir, que ce soit au CPMC, tous nos collègues, même les médecins généralistes, on les forme pour les sensibiliser contre pathologie. Donc on est à leur service et donc il faut consulter pour le moindre signe. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, professeur Aïcha Bouzid, donc vous êtes professeur en endocrinologie, j'ai du mal ce matin. Professeur Samia Achir aussi, donc également vous êtes professeur en endocrinologie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue. Alors hier, le 27 mai, il y a eu pour la première fois donc célébration de la journée nationale des scouts musulmans. Walid Yousfi s'est intéressé aux valeurs qui sont inscrites dans l'émission du scout musulman et qui sont transmises d'ailleurs de génération en génération. Je vous laisse voir cette couverture, ce reportage et on se retrouve juste après. Un message transmis de génération en génération chez les scouts musulmans algériens. En acceptant ces vœux, les initiés promettent de défendre les valeurs et les principes des scouts musulmans algériens, mais aussi d'agir pour le bien commun. كشاف سابق في فوز الفلاح يعني الوالد تاعي ثاني كان في الفوز ثاني كان قبل وعندي الابن تاعي. Mon père était scout avant moi. J'ai pris la relève et plus tard, ce sera au tour de mon fils. Nous avons appris ce qu'est le véritable amour de la patrie et de ses valeurs. J'essaie d'apprendre cela à mon fils pour qu'il comprenne l'histoire de son pays. J'ai intégré les scouts pour leur solidarité avec les gens et l'aide qu'ils apportent à ceux qui en ont besoin. Pour les chefs scouts du groupe El Falah, la priorité est de développer les compétences des jeunes et d'encourager le volontariat et l'entraide. Notre but principal est de faire en sorte que nos scouts deviennent des personnes intègres et responsables, qui œuvrent pour l'intérêt de leur pays et pour l'intérêt général. Les scouts musulmans algériens avaient un rôle important durant la période coloniale, un rôle qu'on continue à perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Patriotisme, paix et fraternité, des fondamentaux des scouts musulmans algériens, devenus pendant 8 décennies une école authentique qui ancre le civisme et renforce la cohésion nationale. Et de retour sur le plateau, et cette fois-ci, nous allons nous intéresser plus au secteur économique, particulièrement l'état actuel du marché, particulièrement avec ces changements économiques. Nous en parlons ce matin avec M. Ali Azouz. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de Injaz, El Jazair. Effectivement, merci. Et parmi nous également ce matin, M. Idir Nasser Belkbir. Voilà, bonjour. Merci. Alors, vous êtes directeur des opérations au niveau de Injaz. Merci voilà. Pour l'accueil. Marhaba bikoum. Alors, demain, le 29, il va y avoir le lancement d'un forum, un forum en ligne, là où on va prendre connaissance un petit peu de l'état actuel du marché du travail, n'est-ce pas? Exactement. Alors, d'abord, d'où vient la nécessité de lancer un tel forum?
Effectivement, de toute façon, avec ce qui s'est passé avec le Covid, vous savez que toutes les entreprises et les étudiants qui sont venus au marché de l'emploi, entre les années 2020 et 2021, il y a eu des difficultés. Nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est des solutions à ces étudiants qui ont fini leur cursus et qui rentrent dans le marché du travail pour mettre en relation ces étudiants avec les entreprises. C'est ça le but de Jahez, comme on l'appelle, Jahez. Jahez tout prêt, donc tout pour prêt, aller dans la ready, traduction. ready. Nous, on parle en anglais plutôt. Voilà, effectivement. Donc, ready, donc Jahez, je vais laisser Idil en parler beaucoup plus parce que c'est lui qui va faire le travail. C'est lui les Jahez. Voilà, هو c'est اللي lui qui جاهز. va faire le travail. Généralement. Alors justement, Idil Nasser, 150 inscrits déjà jusqu'à aujourd'hui. 357. Oh, je suis loin. Je suis loin. Voilà, c'est ça, la technologie. Jusqu'à il y a quelques heures de cela. Ça fait quelques minutes. Voilà, il y a quelques heures de cela, nous étions à 150. Online, donc Voilà. ça peut, Voilà. d'ici le lendemain, peut-être qu'on aura 500 D'ailleurs, personnes. on a hier pris la décision d'augmenter les capacités parce qu'on était, au départ, on s'était limité à 400 participants. Mais vu qu'on s'est dit que, vu que la journée du vendredi et tout, et vu qu'on aura aussi un passage, Voilà. donc on a augmenté le palier d'inscription à 500 inscriptions pour le forum. 500 inscrits, donc vous êtes déjà à 375, vous avez dit 357. 357. Oh, de toute façon, ça va aller très Ça vite. va aller hein. très vite, Il y a quelques heures seulement, on était à 150. Donc là, Ouais. je me sens vraiment complètement à côté de la plaque sur le plan information. Donc, alors, effectivement, il faut dire qu'avec la situation, déjà avant la situation, il est vrai que le marché du travail, ça a toujours été, on va dire, la hantise des étudiants. Donc, une fois qu'on va finir notre diplôme, qu'est-ce qu'on va faire de notre diplôme, est-ce qu'on va travailler. Donc ça a toujours été une difficulté pour les étudiants, là encore plus avec la situation. Donc comment ça va se passer? Donc est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un petit peu le déroulement, donc comment les étudiants pourront donc entrer en contact avec tous les participants à travers ce forum? Alors, tout simplement, le forum Jahez est une initiative qui a débuté, comme l'a dit si bien M. Eliazouz, d'une problématique qui est le bouleversement du marché de l'emploi. Donc à partir de là, Injaz El Jazer a ciblé plusieurs entreprises. L'idée étant de rapprocher aussi, dans le cadre des missions d'Injaz, de rapprocher les étudiants et les professionnels. Donc pour cela, nous avons sélectionné un certain nombre d'acteurs, d'entreprises qui activent dans plusieurs secteurs, l'hôtellerie, la banque, les services, les télécoms aussi, le recrutement. D'accord. Donc il y a une palette d'entreprises qui activent dans divers secteurs. Et sur 2 jours, donc, il y aura des sessions qui vont être animées par le top management de ces entreprises-là et qui vont parler réellement des bouleversements déjà que eux ils ont observé, que leur entreprise qui est active dans le leader, qui est soit leader, soit numéro 2 ou numéro 3 du secteur, c'est-à-dire quels sont les changements qu'elle a constatés sur le terrain et comment est-ce qu'aujourd'hui, le jeune, de façon globale, il doit se préparer, les nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. Et pour cela, on a choisi une plateforme qui est adaptée, qui facilite un peu la chose. Donc, pour les personnes qui veulent s'inscrire, il est encore temps de s'inscrire. Et pour cela, on a le temps jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir, dans le sens où une fois qu'on atteint le nombre d'inscrits maximum. Mais voilà, alors pour s'inscrire, rien de plus simple, il faut rentrer sur la page d'Injaz El Jazer. Donc il faut taper Injaz, I-N-J-A-Z, El Jazer, comme ça se prononce. Et vous allez trouver tous les intervenants, d'accord, toutes les entreprises qui prennent part à cela. Et vous cliquez sur le lien. Vous rentrez, vous validez votre inscription et à partir de là, vous allez recevoir un email de confirmation et on se donne rendez-vous demain de 9h à 15h sur les 2 jours, c'est-à-dire le samedi et le dimanche. Très bien. Alors, Monsieur Eliazouz, il faut dire qu'il va y avoir donc des entreprises donc, qui vont prendre part à ce forum, à cet événement. Et donc, vous avez essayé de cibler plusieurs secteurs. Donc, sur quelle base vous avez ciblé ces secteurs-là? Enfin, sur la base d'abord du volontariat des entreprises, parce qu'il faudrait que les entreprises, d'ailleurs je vais parler d'Injaz en général pour vous donner une idée. Injaz, c'est une association d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise et d'entreprises. Et la majorité des entreprises, malheureusement, je le dis ici malheureusement parce que je le répète chaque année dans nos conventions, la majorité des entreprises qui sont membres du board de Injaz sont les multinationales. On les aime bien, les multinationales, mais on aimerait bien aussi avoir nos entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. On a quelques-unes, mais pas assez pour
nous donner un peu d'aide pour pouvoir donner ces formations au maximum d'étudiants. Injaz a été créé en 2010 et depuis 2010, on a formé plus de 45 000 étudiants jusqu'à aujourd'hui, dont l'emploi, l'employabilité. 45 000 étudiants depuis 2010. Donc c'est quand même... Mais on a beaucoup plus d'ambition que ça. On aimerait bien arriver à 100 000 dans les 2 prochaines années. Donc, et pour ça, on a besoin d'aide parce que c'est une association. On n'a pas de fonds qui viennent de l'État, c'est une association privée qui est de plusieurs entreprises et on a besoin de sponsors, de membres qui nous donnent un peu de l'aide sous forme d'aide pour prise en charge des étudiants parce qu'on a certaines entreprises qui nous prennent en charge quand on fait une mission, par exemple dans une université au sud, on en a fait à Ouargla, à Drar et on constate dans nos mission dans ces universités, chaque fois qu'on va dans des endroits éloignés d'Alger, parce que l'Algérie, c'est pas Alger. Et on le constate bien, la dernière fois qu'on a fait à Adrar, 300 étudiants en même temps, c'est une... vous voyez, c'est un engouement important. Les étudiants n'attendent que ça. Ils ont soif, ils sont au sud, mais ils ont soif aussi de savoir et aussi parce qu'ils ont besoin aussi de sortir dans le marché du travail. Et le fait de leur donner une compétence pour pouvoir y arriver avec de bons bagages, je pense que c'est une bonne chose. Alors justement, durant ces 2 jours, vous avez un programme bien particulier avec des spécialistes. Donc plusieurs thématiques ont été arrêtées pour ces 2 jours-là. Donc sur quelle base, encore une fois, ces thématiques ont été choisies? Alors, on a procédé aussi avec un principe de consultation, c'est-à-dire on consulte les entreprises. Nous, on est là, on joue le rôle du facilitateur. Ça, c'est l'une de nos missions. C'est-à-dire qu'on donne, en gros, on met en place l'arène, la plateforme, l'environnement pour permettre à ces entreprises-là, à ces chefs d'entreprise, à ces entrepreneurs ou bien à ces directeurs, à ces managers, de pouvoir donner, apporter à ces étudiants. Donc les thématiques, elles ont été fixées, c'est-à-dire le libre choix a été donné aux entreprises, de telle sorte à fixer une thématique qui rentre avec l'objectif de l'événement. Et après, on a eu par exemple, certains vont parler des nouvelles tendances d'emploi en 2021. D'autres vont parler par exemple de comment ou bien quelles sont les perspectives de recrutement dans leur secteur et par rapport à leur entreprise. D'autres vont parler à titre d'exemple quels sont les nouveaux métiers liés au digital dans l'agroalimentaire. Et chaque entreprise, elle a essayé d'apporter un plus par rapport à cela. De telle sorte aussi à ce que les sessions ne se chevauchent pas et on ne tombe pas dans de la redondance d'informations. Là, vous me tendez la perche par rapport à notre question. Vous avez parlé de tendance, de tendance de recrutement, de tendance de nouveaux métiers. Alors il est vrai qu'avec, là il faut dire que aussi l'esprit même et la philosophie même du travail a complètement changé, particulièrement avec la Covid. Donc là on voit naître de nouveaux métiers, d'autres métiers qui disparaissent, d'autres métiers qui sont en voie de disparition. Alors justement, quelles sont les nouvelles tendances aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Les nouvelles tendances, c'est très clair. On le voit dans tous les métiers aujourd'hui. La transformation digitale est devenue... c'est pas un luxe comme on le voyait dans le passé. Même le gouvernement, on a senti que le gouvernement s'est mis... vous voyez aussi aujourd'hui, on n'avait pas l'habitude de voir le Conseil des ministres qui est fait en virtuel, en visioconférence. Donc, il y a de nouveaux métiers. La visioconférence est devenue quelque chose de banal. C'est pas quelque chose. Nécessité, une nécessité absolue. La situation actuelle. Et ça a permis, je pense que la Covid, malgré tous les méfaits qu'elle a apportés, elle a apporté quelque chose, c'est que les gens ont senti qu'on peut faire du travail sans bouger de son bureau, de sa maison, de sa cuisine. Et effectivement, ça va réduire beaucoup de coûts. Je prends mon exemple. Personnellement, je voyageais pratiquement au minimum 2 fois par mois en dehors. Depuis 1 an et quelques mois, 14 mois, je n'ai pas voyagé et je n'ai pas vu réellement une diminution de du rendement de mon rendement. Et ça, c'est le même cas pour pas mal de chefs d'entreprise qui sont dans les métiers. Et aussi, le métier du digital est rentré, comme disait Edith tout à l'heure, dans tout la sphère, dans tous les secteurs, c'est-à-dire que ce soit l'agroalimentaire ou la distribution ou les banques, bien sûr, ça c'est les services, etc. Donc on voit que
je pense que c'est une opportunité pour l'Algérie pour pouvoir développer ses services et je pense que c'est ça qui va sortir ces jeunes vers l'international et qui vont pouvoir exporter leur savoir-faire et leurs dons parce qu'il y a beaucoup d'Algériens, de jeunes Algériens aujourd'hui quand on va dans les universités, on voit qu'ils ont des capacités extraordinaires. Effectivement, on l'a vu d'ailleurs durant le confinement, des associations, des jeunes qui nous ont vraiment impressionnés avec tout ce qu'ils ont fait sur le terrain. Alors encore une fois, Idir, il faut dire que avec la situation actuelle, donc liée encore une fois à la Covid, etc. Donc il faut dire que le système économique a été frappé en plein fouet, comme tous les autres secteurs. D'ailleurs, maintenant, vous avez parlé tout à l'heure donc par rapport au recrutement et le recrutement, je veux dire par rapport aux besoins des entreprises. Est-ce que maintenant les besoins des entreprises sont pratiquement les mêmes qu'auparavant ou il y a quand même de nouveaux besoins par rapport au recrutement, par rapport aux nouveaux profils? Alors, les mêmes, je dirais que ça change. Par moment, on a des alumni qui se font recruter aussi par des entreprises. Et ces alumni-là, avant, il y avait certains profils qui étaient recherchés. Aujourd'hui, il y a d'autres profils, mais aussi d'autres compétences. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les programmes d'Injaz, pour cette année, on a introduit de nouveaux programmes depuis 2 ans déjà. Mais principalement avec le Covid, c'est un programme qui a aussi pris de l'ampleur. C'est tout ce qui est lié au marketing digital. D'ailleurs, hier, au niveau des universités, on a de la demande par rapport à cela. Et hier, on avait animé une session au niveau de l'École nationale supérieure de technologie, le NST de Dergana. Et durant la session, les étudiants étaient intéressés. Nous avions des étudiants en fin de cycle, en dernière année, et qui se disaient, tiens, moi j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie peut-être d'entreprendre, j'ai envie peut-être de rejoindre une entreprise, mais en même temps, est-ce que j'ai les compétences pour aller vers ces entreprises-là? Est-ce qu'aujourd'hui, on recherche uniquement quelqu'un qui a des compétences techniques? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne recherche pas des profils qui ont des compétences diverses et variées? Et à partir de là, on essaie, nous, par rapport à nos programmes, d'introduire ça avec les programmes, enfin c'est des programmes aussi qui sont à l'international, c'est-à-dire on ne réinvente pas le couteau à couper le beurre, mais dans le sens où on est en train aussi d'aller vers une montée en compétences des jeunes, parce que c'est des mêmes programmes qui sont dispensés pratiquement dans 125 pays à travers le monde. Donc vous voyez, un jeune qui est au States, ou un jeune qui est en Europe, ou un jeune qui est en Afrique, ou en Asie, ou en Amérique du Sud, c'est les mêmes programmes qui sont dispensés, sauf qu'ils sont adaptés aux conjonctures et au marché local. Très bien. D'ailleurs, au niveau d'Injaz, nous, on a constaté, parce que Injaz, depuis 2010, on fait des conventions annuelles, des concours entre les différentes universités. On sélectionne 10 sociétés qui sont créées par les universitaires et on sélectionne une qui va gagner à la fin de l'année et qui va participer au concours interarabe, parce que Injaz Al-Jazair fait partie de Injaz Al-Arab qui a 14 pays, dont la Palestine, et j'aime bien préciser ça, que la Palestine fait partie de Injaz Al-Arab et que Injaz Al-Arab aussi fait partie des 125 pays de Junior World Achievement. C'était une association internationale qui a été créée depuis 100 ans. L'année dernière, c'était 2019, c'était le 100e anniversaire. Donc, l'année dernière, on a fait tous les concours ont été en virtuel. Et je suis fier de le dire que l'université de l'INELEC, enfin l'ex-INELEC, l'université de Boumeldes maintenant, parce qu'ils font partie de Boumeldes, malgré toutes les difficultés, parce que les étudiants n'étaient pas prêts 2019 à la formation online, etc., parce que même nos universités n'étaient pas tout à fait prêtes. Mais aujourd'hui, Dieu merci, elles sont prêtes. Et on a gagné le concours du meilleur produit l'année dernière en virtuel. Parce que le concours a été fait en virtuel et l'université de Bab Zouar a gagné le concours de Injaz Al-Arab. Et qui d'ailleurs était concurrencé de près par l'équipe de Palestine. Et pour le même thème qui est la Covid. Parce que leur idée, leur projet, c'était une solution pour la Covid. Très bien. Alors, encore une fois, pour revenir à ce forum qui va se tenir donc demain, Inch'Allah, et après-demain, donc vous l'avez dit, de 9h à 15h, là où les inscrits, donc les étudiants pourront entrer en contact avec les entreprises. Quelles sont un petit peu vos attentes de ce forum?
Enfin, nos attentes, nous, on aimerait bien qu'il y ait le maximum d'étudiants et qu'il y ait le maximum d'interactions pour qu'ils puissent au moins savoir comment aller vers le marché de l'emploi. Parce que c'est ça notre rôle. Le rôle d'Injez, c'est d'apprendre à ces étudiants, non seulement d'entreprendre, parce qu'il faut bien être clair, c'est pas tous les étudiants qui sortent d'université vont être des entrepreneurs, c'est pas possible. Il y a certains, et je pense que ça devrait être la majorité, qui vont aller vers le marché de l'emploi avant de devenir entrepreneur, peut-être 10 ans plus tard. Si je prends mon exemple, moi j'ai travaillé pendant 15 ans ou 20 ans avant de créer ma première entreprise. Donc, et puis il faut dire que vous avez fait le tour du monde un petit peu, vous avez fait l'étranger. Voilà. Non, mais il faut passer par là. Il faut cumuler une expérience, un savoir. Une expérience, un savoir. Donc nous, on aimerait bien que demain, il y aurait des recrutements. C'est ça. On serait très content si on apprend que le mois prochain, parmi les étudiants qui auront été recrutés, parce qu'il y a des compétences avérées. Effectivement, il y a des compétences, il y a même des génies impressionnants. Voilà. Et Del Nasser, vos attentes par rapport au forum? Alors déjà, de un, que les étudiants puissent sortir satisfaits de l'organisation. On a fait appel à une palette de profils très intéressants qui, dans certaines, demandaient plus de temps de parole, mais on était un peu serré par le timing. Mais sinon aussi, réellement, on souhaite que JS soit une première édition. D'accord. Et à travers le concept de JS, qu'on puisse aller aussi vers d'autres éditions, mais aussi qu'il y ait aussi un intérêt particulier de la part des entreprises et des sociétés qui sont actives sur le terrain et qu'ils puissent aujourd'hui, disons, prendre les responsabilités et d'adhérer à ce type d'initiative parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire, surtout lorsqu'on parle d'étudiants. On a pratiquement par an, c'est des milliers et des milliers et des milliers de diplômés. On est l'une des communautés universitaires les plus importantes de la région. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on doit s'armer tous pour aider nos étudiants, surtout les étudiants qui viennent des régions qu'on ne peut pas atteindre souvent, c'est-à-dire les régions du Sud ou bien les hauts plateaux. Il y a de très très bons profils. M. Ali Azouz l'a très bien souligné par rapport à Adalar. Adalar, nous avions fait 2 programmes. Au premier programme, les étudiants étaient, disons, oui, c'est bien, on va voir ce que ça donne. Ils étaient satisfaits à la fin. Un autre retour une deuxième fois, ils attendaient cela avec impatience. C'est-à-dire, même en termes d'inscription, eh ben, on n'a pas eu avec le truc, on va attendre un peu au Haja. Les étudiants étaient là. Il n'y a pas eu de curiosité. Il y a eu une conviction. Ils étaient convaincus et tout, parce que pour eux, c'est quelque chose qui leur apporte aujourd'hui. On fait des études au niveau des universités, au niveau des écoles, c'est quelque chose de très bien, mais il faut qu'il y ait de l'accompagnement en parallèle, que tous les acteurs qui sont sur le marché se mobilisent pour aider ces étudiants-là à décrocher de nouvelles opportunités et aller de l'avant et apporter un plus pour l'Algérie. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, M. Ali Azouz, vous êtes le président de Injaz El Jazair. Merci beaucoup. Et Del Nasser Belkbir, vous êtes le directeur des opérations au niveau d'Injaz. Donc on rappelle, le forum se tiendra demain et après-demain, donc 29 et 30 en ligne. Donc il faut juste visiter la page Facebook. Ou bien LinkedIn ou bien Instagram. Injaz. Et comme on a dit, on est jahzin pour Jazz. On est jahzin pour Jazz. Voilà. Très bien. Merci, donc il suffit juste de s'inscrire au niveau de la page, de l'une des pages des réseaux sociaux dont vous êtes présent. Vous allez trouver les liens partout. Voilà. Merci beaucoup encore une fois et on vous souhaite un très beau succès pour ce que vous allez entreprendre, particulièrement donc pour le bien des étudiants. Et on continue et nous allons rester toujours dans le domaine des technologies. Cette fois-ci, c'est aux énergies renouvelables que nous allons nous intéresser, puisque la ville d'Oran a abrité cette semaine le salon donc, des énergies renouvelables. Et c'est Céline Bessaïdi qui s'est intéressée. On se retrouve juste après. L'exécution du programme national pour le développement des énergies renouvelables dans les 2 groupes Sonelgaz et Sonetrach constitue les principaux acteurs, permet la mise en place d'une forte industrie nationale énergétique. Un partenariat qualifié de fructueux, ouvert aux investisseurs privés. Ce partenariat stratégique donnera sans doute de très bons résultats, car il traduit la vision commune des 2 groupes à l'horizon 2035, celle de produire un volume de l'ordre de 22 000 mégawatts à partir des énergies renouvelables. Le challenge actuel est de mettre en place une ingénierie financière pour accompagner l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables. Avec la participation d'une 50aine d'entreprises, la 11e édition du Salon international des énergies renouvelables, énergie propre et du développement durable constitue un espace d'échange et de partenariat. Nous exposons aujourd'hui les dernières recherches de notre école dans le domaine de l'efficacité énergétique. Nous travaillons
dans ce domaine depuis 2012. Notre objectif est de faciliter l'utilisation de l'énergie solaire. Le programme des énergies renouvelables constitue à produire un volume de l'ordre de 22 000 MW à partir des énergies renouvelables, le solaire notamment, à l'horizon 2030, qui sera destiné au marché national. L'entreprise du salon. Et de retour sur le plateau, et nous allons rester toujours dans cette même lancée du plateau avec lequel nous étions, donc le plateau de INJEZ qui va organiser donc le premier forum en ligne de jazz demain et après-demain. Et nous avons sur notre plateau un fruit justement de INJEZ, une étudiante qui a profité ou qui a bénéficié, on va dire, donc des offres, des programmes de INJEZ, qui est aujourd'hui entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Alors, habituellement, on commence par le plus haut gradé. Là, j'ai fait l'exception. Hein. Là, j'ai fait l'exception pour faire une belle transition. Donc, Selma Maref, bonjour. Bonjour. Ça va, marhaba. Marhaba, merci. Alors, vous me facilitez la tâche pour ma transition aujourd'hui. Hein. Donc, fruit de INJEZ qui a bénéficié donc, de plusieurs formations. On va peut-être en parler. Oui, bien sûr. Voilà. Et parmi nous également, Maria Nkolo. J'ai bien prononcé? Tout à fait, c'est exactement ça. Parfait. Responsable de communication du salon Impex. Alors, je vous le disais ce matin, cette semaine, donc il y a eu le salon interafricain import-export qui a eu lieu donc du 25 au 27, pardon. Donc, c'était hier. Alors, tout d'abord, parlons de ce salon donc interafricain. Quels ont été ses objectifs? Alors, tout d'abord, je vous remercie de cette invitation et du temps de parole. Alors, le salon interafricain d'import-exportation, IMPEX 2021, est un salon qui promouvoit la zone de libre-échange intercontinentale, plus communément connue sous le nom de ZLECAf, qui a été ratifié et signé par la majorité des pays africains, et ce pour faciliter l'exportation donc africaine, entre nos pays. Et donc, nous avons aménager cet espace d'échange, la Stall Expo Event, l'entreprise donc organisatrice de ce salon, et ce pour permettre aux entrepreneurs et entreprises, tous secteurs confondus, de pouvoir, entre autres, profiter de cette culturalité, des connaissances, des produits exportables en Afrique. Et donc, elle a été enrichie par la visite des délégations des pays africains qui ont participé à cette exposition et par la présence des entreprises algériennes, comme je vous l'ai dit, tous secteurs confondus, hein, donc industriels, agricoles, services également, et pour permettre de se rendre compte qu'il y a effectivement un produit à mettre sur le marché africain tel qu'il a été présenté lors du salon. Alors justement, Célia, vous êtes Partnership Manager de Stall Expo Event, donc l'entreprise organisatrice. Et justement, alors là, on a un petit peu évoqué les objectifs de ce salon, mais sinon, comment ça s'est passé sur le plan donc organisation, contact des entreprises et surtout aller dans cette démarche de concrétisation de ce libre-échange? En fait, le salon, on a travaillé là-dessus pendant 2 ans. Après, vu le contexte Covid, on a dû mettre un temps d'arrêt pour le reprendre. En fait, on a contacté pas mal d'entreprises. D'ailleurs, on a eu une centaine d'entreprises qui étaient présentes avec nous lors du salon et aussi une vingtaine de pays africains qui ont été avec nous. L'organisation de salon, on a commencé à, comment dire, on l'a fait aussi ici grâce à leur aide. Voilà, c'est des partenaires avec nous lors du salon. On l'a fait aussi ici. On a invité aussi, on était aussi sous le parrainage du ministère du Commerce qui nous ont aidés à contacter les entreprises, tous les exportateurs pour à les sensibiliser à ce salon pour y participer. Et aussi, on a eu la visite du ministère des Affaires étrangères qui nous ont soutenus aussi lors du salon. D'ailleurs, ils étaient là lors de l'inauguration. Et pour enrichir... Justement, nous sommes en train de voir quelques images du déroulement donc du salon, oui. De cette inauguration. Et effectivement, il faut savoir que Stall Expo Event, c'est une entreprise qui a un capital d'expérience, d'expertise, qui dépasse la
trentaine d'années. Donc nous sommes encadrés et nous remercions notre directeur, M. Berabia Rachid, de nous avoir donné l'opportunité de travailler sur ce salon. Donc la Stolexpo, elle combine aussi bien ce capital d'expérience, ce sont des personnes qui ont travaillé sur le marché africain, le marché international, et ils nous ont donné cette opportunité, nous, une équipe jeune et dynamique. C'était vraiment la question que j'allais vous poser juste après. J'allais dire un salon, une organisation d'une telle envergure, donc 20 pays africains, donc on va vraiment dans une envergure quand même assez importante, et pourtant j'ai 2 petites jeunes avec moi sur le plateau qui parlent. Voilà. Il est vrai que notre entreprise, heureusement c'est une entreprise qui est également prestataire de services, elle a la capacité de recouvrir un espace d'exposition qui dépasse les 6000 mètres carrés. Nous avons le matériel pour, et pour revenir au salon, disons qu'il a été programmé donc sur 3 jours. Nous avons eu un premier jour pour inaugurer le salon avec des invités d'honneur, nos partenaires que nous remercions énormément, qui regroupent entre autres donc Anexa, l'ACAGEX, Algex, la direction des douanes algériennes ainsi que la direction de la Sûreté nationale. Et nous étions sous le patronage du ministère du Commerce, ce pour être correctement dans la thématique. Donc nous remercions vraiment tous les participants de cette exposition, toutes les personnes ayant visité ce salon. Une première édition, c'est quelque chose d'important, quelque chose aussi de compliqué. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Je pense que Célia pourra vous expliquer beaucoup mieux la deuxième journée, qui était une journée technique. Plutôt. Oui, la deuxième journée, elle a été animée par la présence du ministère du Commerce, par le sous-directeur des exportations, M. El Hawari, M. Boucha, qui était aussi le sous-directeur de la région arabe et africaine. Aussi par la présence du directeur de la CAGEX, qui a parlé sur les assurances, comment ils peuvent aider les exportateurs et les rassurer sur leur entreprise et les risques qu'il peut y avoir lors de l'exportation. Aussi, il y avait la CAPSI, grâce à M. Souhil Gessoum, qui a parlé sur le digital export, parce qu'il faut savoir que l'exportation, c'est pas que des produits, c'est aussi l'exportation de services. Effectivement. Exactement. On a eu aussi le port de Tunis par le directeur. Leur directeur a parlé sur les facilités qu'un port peut accorder aux exportateurs. Et on a eu aussi le directeur de Anisfer, qui a parlé sur les solutions logistiques que peut accorder leur groupe pour faciliter le flux des opérateurs économiques. Et le troisième jour, donc ça a été encore une journée technique. Et aussi, je tiens à dire aussi, la douane, elle a été là, elle a animé une conférence, elle a expliqué aussi toutes les démarches douanières qui doivent être faites et tout. Donc effectivement, là on comprend que tous les acteurs qui entrent en jeu pour faciliter le libre-échange étaient là, donc pour expliquer encore plus toutes les procédures que l'on doit suivre pour faciliter un petit peu l'import-export. C'est ça, c'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise de communication, notre rôle à nous est de mettre en relation toutes ces institutions afin d'être mieux informés. Ce n'est pas des questions auxquelles on peut répondre personnellement. C'est pourquoi il était très important de les regrouper dans un même endroit. Nous avons choisi le Centre international des conférences, et ce malgré le fait que ce soit un endroit assez quand même difficile d'accès, mais qui répondait à la demande pour rester dans le cadre professionnel de cette première rencontre. Et nous espérons avoir satisfait la majorité, avoir informé. Et voilà, nous personnellement, nous sommes satisfaits, Dieu merci. Et aussi les délégations des pays africains qui ont été très présents et qu'on remercie encore et encore. Étant donné la situation, encore une fois, nos frontières ont été fermées. Par conséquent, les entreprises africaines qui voulaient participer à cette exposition n'ont pas pu venir. Effectivement. Nous les attendons à la deuxième édition. Inch'Allah, il y aura ouverture d'ici là. Voilà, pour répondre à cette demande et refaire la rencontre dans de meilleures conditions. Alors, il faut dire, Maria, qui a quand même un échange commercial qui va se faire, qui a de tout temps existé, il faut le dire, mais qui va peut-être encore être mieux encadré, mieux valorisé à travers toutes les actions que vous avez faites. Mais il y a aussi cet échange culturel, Maria, puisque vous-même, donc vous êtes algéro-camerounaise, donc vous êtes en plein dedans, vous vivez naturellement, finalement, l'événement. C'est ça.
ça, je vis l'expérience de mon quotidien un petit peu. C'est-à-dire que l'Afrique est riche de culture, cela va de soi. Et quand j'ai entendu parler de l'organisation d'un salon interafricain qui aura lieu en Algérie, je me suis dit, mais comment ne pas y être? Comment? Ça va de soi. Tout à Ça fait. va de soi. Tout à fait. D'autant plus que nous avons célébré la journée de l'Afrique le 25 mardi, en même temps. le berceau de la civilisation. Le berceau, exactement, la maison du monde. Et je ne peux que remercier l'équipe de Stol Expo Event de m'avoir mis dans ce projet. Et on les remercie tous pour leur travail parce que ça nécessite du travail. Effectivement. L'organisation. Alors, pour clôturer, peut-être un bilan très rapide de ce qui s'est fait, de vos attentes, des recommandations par lesquelles vous êtes sortis, avec lesquelles vous êtes sortis durant ces 3 jours. Comment tout cela sera concrétisé, Inch'Allah, à l'avenir? Le salon, il a été visité. Il faut savoir que le salon, il a été visité par plus de 6000 personnes. Il a eu un impact sur les réseaux sociaux. Il faut en parler de 500 000 visiteurs sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà énorme. D'ailleurs, aux dernières, je pense à la veille de la journée, on allait lancer. Il faut faire confiance aux jeunes. Bah oui, c'est pour ça. D'ailleurs, la veille de l'événement, on a dû refuser plus de 35 entreprises parce que c'était vraiment limite. Voilà. Donc, on a eu un flux vraiment énorme. Et pour ce qui s'agit des retours qu'on a eu, il faut savoir que même s'il n'y avait pas d'entreprises africaines qui étaient là, mais les entreprises algériennes, ils ont vraiment profité, ils ont eu un énorme retour. D'ailleurs, de toute façon, les entreprises algériennes sont aussi les entreprises africaines. Ah oui, voilà. mais voilà, ils ont eu un énorme retour. D'ailleurs, il y a même une entreprise qui nous a dit comment je vais faire pour assurer les commandes que j'ai. Exactement. Et petite cerise sur le gâteau, pour conclure, c'est-à-dire que nous avons eu l'heureuse nouvelle d'apprendre qu'une entreprise algérienne avait signé donc un contrat de partenariat avec une entreprise sénégalaise. Parfait. Et ce à travers les délégations qui étaient présentes. Et je pense que pour une première édition, on peut en être très fiers. Donc, nous avons fait notre travail, les entreprises ont fait également le leur. Et c'est ce que nous attendons à la 2e édition. Finalement, on n'attendait qu'un événement comme celui-ci pour pouvoir donc, exprimer encore une fois ce besoin, encore une fois de renforcer les liens donc, africains entre les pays africains. Voilà, donc félicitations pour votre travail. Prochaine édition se fera. Alors, on est déjà impatients. On annonce. On annonce et on devrait. Oui, vous devriez, comme ça les gens vont se préparer dès maintenant. Alors on vous attend, on vous invite. Ce sera en mars 2022. Très bientôt. Voilà, très bientôt. Au Centre international des conférences Abdellatif Rahal, notre maison d'accueil. Si tout va bien, si rien ne change, et c'est le cas. Et nous vous invitons d'ores et déjà à nous envoyer vos demandes de participation, à nous contacter afin de préparer cet événement de la meilleure façon possible, en comptant la logistique. Et les remarques que nous avons eues, c'est des remarques très constructives pour la 2e édition, c'est-à-dire inviter plus d'auxiliaires à l'exportation. Et Célia, comment vous contacter? Il suffit soit sur les réseaux sociaux Impact, et sur notre site web impact.events ou nos numéros de téléphone 05 41 12 97 96. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. 05 41 12 97 96. Parfait, merci beaucoup. Félicitations pour le travail que vous avez fait. On vous souhaite une très belle continuation. Alors, je rappelle, Maria Nkolo, vous êtes responsable de communication du salon Impex. Célia Marais, vous êtes partnership manager donc, de Stol Expo Event et vous avez été donc les organisatrices de ce salon Inter-Africa Import-Export. Et encore une fois, félicitations pour ce que vous avez fait. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous accompagner de 9h à 10h30. Je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Au revoir.